Salut à tous, j'ai l'immense plaisir de vous emmener aujourd'hui chez les Mayas et les Aztèques. Alors je vous laisse 3 secondes pour savoir de quel pays il s'agit. Eh bien vous avez deviné, c'est le Mexique et c'est parti pour ce pays que vous allez le voir une fois de plus, plein de préjugés que je vais me faire un plaisir de démonter parce que je pense que vous commencez aussi un petit peu à me comprendre. J'adore aller dans les pays un petit peu comment dirais-je, avec une réputation qui est, ma foi, pas méritée, hein, mais qui n'est pas toujours très bonne dans nos contrées. Et juste tout péter ses préjugés, quoi, une fois de plus. Restez bien jusqu'à la fin, et je vous le dis, je vous le répète, et là je souligne même, parce que des petites fun facts, des petites informations très pertinentes, et puis plein de bonnes choses vont être disséminées tout le long de ce vlog. Et oui, ce sera pas juste un vlog où je me filme en train de faire du fun et puis de prendre des bons moments. Non, je vais aussi vous donner des astuces techniques pour votre futur voyage ici au Mexique. Et si vous n'avez pas vu mes autres vlogs, eh ben vous allez les voir après en fin de vidéo, je vous mettrai des liens, vous inquiétez pas. C'est parti! Et voici l'envers du décor. Ouais, parce qu'il faut tout montrer, hein. Je suis transparent. Aujourd'hui, on est de retour dans les cénotes, tout simplement. Donc, on est à la Valladolid principalement pour ça et pour Chichén Itzá. Mais ça sera un petit peu plus tard dans notre visite. Dans notre visite. Donc celui-ci ça ressemble vraiment à une cave. Désolé pour la résonance d'ailleurs. Ces cénotes, c'est toujours plutôt bien à faire. C'est pour ça qu'on est venu à Valladolid d'ailleurs, parce qu'il y en a littéralement plein autour d'ici. Les cénotes, c'est vraiment trop cool à faire ça durant la journée parce que ici à Valladolid, vous êtes quand même à plus d'une heure de la mer. Et du coup, c'est hyper rafraîchissant. C'est de l'eau douce, donc aucun problème que ça gratte après quoi que ce soit. Et mis à part des petits poissons, j'ai le mot en anglais catfish. Dites-moi en commentaire ce que c'est en français, c'est des poissons fins, voilà, tout simplement. Et du coup, là c'est vraiment reposant. Là en plus on a choisi quand même, on peut faire un peu les fous un petit peu. On peut sauter depuis les passerelles, on peut sauter depuis la corde que vous voyez se balancer derrière moi. Et là c'est génial. Regardez, c'est magnifique. On est au milieu de la nature, c'est tout ce qu'on aime, quoi. Là c'est assez exceptionnel parce que là c'est ma copine qui est là au fond. Regardez, là on est dans un cénote immense. Regardez, genre. Ah ouais, bon, mais bon, bref, vous voyez ma nana pour vous donner l'échelle parce que la main c'est pas dans le bon truc. Et attends 2 secondes. Et là, regardez, même le gardien il est parti parce qu'en fait on est les deux tout seuls. Puis il a vu qu'on se débrouillait très bien, qu'on sautait un peu depuis tous les bords là et partout. Et du coup, il a dû se dire bon, c'est bon, je peux les laisser tout seuls. Et il est parti, il nous a laissé. Donc voilà, on est plutôt bien là. On n'est pas à plaindre. On a un petit cénote rien que pour nous deux. Parce que c'est pas trop classe ça, les amis. Hein, franchement. Vous pouvez aussi le faire à vélo ou à pied comme nous on est en train de le faire. C'est la solution la moins chère à pied. Ici, prévoyez quand même toujours d'avoir du cash avec vous, encore une fois de plus. Et ça, c'est comme je le dis dans tous mes vlogs, toujours du cash. Ça dépanne et ça vous permet de pouvoir avoir beaucoup de solutions supplémentaires par rapport au cash. Là, comme par exemple, si on n'avait pas eu de cash du tout, on n'aurait pas pu faire l'activité tout simplement parce que la compagnie qui a ses salariés qui
travaille dessus, en fait prélève et eux ils ont la carte, ils prélèvent donc leur argent. Et puis après, vu que le guide qui est là est obligatoire, et ce guide est un freelance et lui il prend que du cash. Donc là, si vous n'avez pas de cash, vous rentrez pas. Et puis je vous laisse imaginer que dans ce petit village, s'il y a un bancomat qui fonctionne, vous avez du bol. Et puis qui ne vous prend pas non plus des frais de malade. Salut à vous, ce matin on va à Chichén Itzá. Donc c'est simplement un des plus grands sites, ancien site maya de la péninsule du Yucatan. Et puis bien évidemment vous allez pouvoir profiter de toutes ces jolies petites images. J'ai un pull qui est dégueulasse, oui, parce que j'ai donné mon pull à laver à la laverie. Et j'ai fait ces tâches en allant dans la mer avec. Alors je sais pas du tout ce qui m'a taché comme ça pareillement partout. Mais vu que c'est mon seul pull et puis que Chichén Itzá n'est pas connu pour ses parasols, eh ben je suis obligé de me taper ce pull dégueulasse pour y aller. C'est génial. Donc voilà, et puis après pour la suite du programme, eh ben on va aller à Mérida prendre notre nouveau logement. Je sais pas ce que ça va valoir, hein, mais on se réjouit d'avancer un petit peu dans notre petit road trip ici au Mexique et plus précisément dans la péninsule du Yucatan. Donc pour accéder à Chichén Itzá, quand vous avez le panneau Oxtun, je sais pas si je prononce bien, eh vous roulez encore un petit bout. Voilà. Là vraiment, là on est déjà aux heures 11h, donc c'est déjà les grosses heures, donc il y a des bagnoles parquées jusqu'ici. Puis là ensuite ici, là vous avez un autre panneau que vous pouvez voir, c'est marqué Zona Arquitectural Chichén Itzá Mérida. Faut tourner là à gauche. Vous voulez pas payer 120 le parking officiel, vous pouvez payer 50 et marcher un peu plus, donc 50 Mexican pesos. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai à dire pour tout ce qui est l'aspect technique de Chichén Itzá. On est en train de se balader dans les rues de Mérida, donc après avoir vu la magnifique Chichén Itzá. Monsieur et Madame Test ont un fils, comment s'appelle-t-il? Ok, je sors. Something that I can give you here. Tell me what you're thinking. I need to know your feeling. If you crush on me, you need to know my story. But don't get too close to me, cause I need my fantasy. Aujourd'hui, donc on a décidé de faire chill, donc on est plutôt à la playa, tranquille bilou, à Progreso. Donc Progreso, c'est une petite station balnéaire qui est tout au nord de la péninsule du Yucatan, au nord-ouest pour être précis. Et c'est bien moins populaire que tout ce qui est, comment on appelle, tout ce qui est le Carmen, enfin les ultra populaires et qui sont bien chers, qui sont ultra touristiques. Donc là c'est un peu moins touristique, il y a aussi des touristes qui sont partout dans la péninsule du Yucatan, mais c'est bien populaire et puis il y a bien moins de monde ici. Vous pouvez même trouver des plages où vous pouvez avoir des abris gratuitement et ça c'est vraiment très cool. Ça vous permet en fait de à la plage. Vous avez déjà pris quelque chose avec et vous avez quand même tous les avantages des endroits touristiques, c'est-à-dire qu'il y a quand même des trucs pour faire des achats, il y a quand même des trucs pour avoir aussi des bons petits restos et tout ça, donc c'est vraiment cool. Je vous le conseille. Nous on est venu depuis Mérida, donc on a notre Airbnb qui est à Mérida et il y a encore la plus grande jetée du monde ici. A few moments later. Là maintenant on va aller voir Isla Columbus qui est accessible que en bateau. C'est parti hein.
plus, si comme moi vous avez de la chance, aujourd'hui il y a un petit crocodile qui tourne dans le coin et du coup j'ai la chance de pouvoir aller en toucher un. Donc c'est un crocodile qui a été domestiqué. Donc hyper cool ce croco, franchement très passif, tout docile, franchement une espèce très rare. Donc un petit like hein, pour le risque pris quand même, ça fait plaisir toujours. Merci les amis parce que là j'ai pris des risques pour vous. Voilà, et ben notre petite journée s'achève ici avec un petit coucher de soleil, fort sympathique ma foi. Et puis demain on change d'endroit, donc je vais pas vous en dire plus, je vais pas trop vous spoiler. On va garder le secret et puis on se retrouve demain. Et voilà, ce matin on se retrouve sur un des sites touristiques les plus importants du Mexique, c'est-à-dire Uxmal, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est de nouveau des pyramides mayas, que de belles images en perspective, j'ai envie de vous dire, pour changer. Hein. Non mais vraiment, hein, ce qu'ils y a, tu nous régales en belles images, non? Je voulais profiter de cette petite rue piétonne pour vous faire un petit peu une petite rétrospective sur les logements ici, le moins cher qu'on ait trouvé. Donc nous c'était à Mérida, donc dans la ville de Mérida. On a trouvé pour 2 personnes 40 francs la nuit. Donc je vous mets le prix en euros aussi toujours. Le franc et l'euro étant toujours assez proches actuellement. La majorité des logements, si je devais faire une moyenne, on est plus autour de 60, 80, ouais 60-70 francs la nuit. Et du coup pour 2 personnes. Et du coup ça fait quand même une moyenne plus chère qu'en Thaïlande, surtout qu'en Thaïlande vous pouvez avoir des choses par exemple plutôt bon marché et avec un luxe qui est assez incroyable, mais enfin il faut le dire. Et comparé au vlog que je vous avais fait dessus, ça reste le Mexique un peu plus cher niveau logement. Si vous n'avez pas vu ce vlog en Thaïlande, vous pouvez aller le voir, il s'affiche ici en haut pardon plutôt. Pour ce qui est encore des logements ici, est-ce qu'il y a des choses à faire attention, etc. par rapport à tout ce qu'on entend, ce qu'on voit avec le Mexique, parce que je vais y revenir plusieurs fois hein, sur ça, parce que très franchement le Mexique a une réputation assez dure de tout ce qu'on entend, et je suis pas d'accord du tout avec la plupart de ces points. Après voilà, chacun son expérience, j'en suis conscient, mais bref. Donc pour le logement, très honnêtement, il n'y a rien de spécial à faire attention. Bien évidemment, lire les avis, regarder les notes. Et autrement, les Mexicains, nous avec les Airbnb qu'on a fait, nous ont toujours énormément arrangé. Soit ils ont des self-check-in, donc des arrivées autonomes, soit ils sont carrément à l'attente et ils attendent que vous arriviez. Et puis une fois que vous arrivez, eh ben, ils sont là pour vous accueillir, toujours avec le sourire, toujours des gens bienveillants. Jusqu'à maintenant, nous on a eu 0 problème. Ça fait 3 semaines maintenant qu'on est au Mexique, donc on fait 1 mois en tout. Et sur ces 3 semaines, honnêtement, j'ai rien à dire. Donc pour la partie sécurité que je vais faire plus tard dans cette vidéo, et que je voulais pas commencer à faire avant la toute fin du Mexique, pour vraiment avoir le max d'expérience pour vous faire cette partie sécurité. Mais bref, ça c'est un autre chapitre de cette vidéo. Des activités, je pense que c'est un des chapitres de cette vidéo qui va se faire traiter le plus rapidement, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur les activités, il n'y a pas de grande spécificité, si ce n'est qu'il vous faut faire attention, parce que quand vous allez aller visiter les sites historiques genre Chichén Itzá, Uxmal, tout ce genre de sites historiques avec des pyramides, etc. La plupart du temps, en fait, vous aurez une taxe à payer au niveau du gouvernement et une taxe à payer au niveau du parc. Donc c'est normal, hein, c'est pas une arnaque, il n'y a rien de spécial.
C'est juste que voilà, il y a une double taxe et ça se paye en 2 fois séparé. C'est pas tout en un seul paiement. Donc soyez pas surpris si vous payez une première fois que vous partez et puis que tout à coup la caissière vous rappelle pour vous dire Eh, mais attendez, il faut venir repayer l'autre partie. C'est normal. Et sinon, comptez pour ces activités minimum si vous faites des activités, bien évidemment, pas si vous restez à la plage toute la journée et tout ça, mais sinon par activité minimum, comptez, on va faire une espèce de moyenne. Les temples coûtent assez cher, mais sinon les cénotes ça dépend vraiment le prix, vous en avez des à 200 Mexican pesos, comme vous en avez des à 300 Mexican pesos, donc on va faire une moyenne à 280, ouais, 280-300 Mexican pesos par jour et par personne pour les activités. Donc bien évidemment, je vous mets la conversion en bas de l'écran comme d'habitude. Voilà. Donc après, sinon, autrement, il n'y a pas grand chose d'autre à signaler. Si vous allez dans d'autres régions que ce que nous on a fait, donc Mexico et la péninsule du Yucatan, il y a peut-être d'autres spécificités, donc faites aussi bien attention. Pour Chichen Itza, donc là, le guide, vous n'en avez pas besoin. Si vous voulez des explications plus poussées, tout ça, oui, vous pouvez prendre un guide, mais il y a une tente de guide officiel à l'entrée, donc allez pas vous casser le dos à prendre un guide en anglais ou un guide en espagnol si vous comprenez ni l'anglais ni l'espagnol. Il y a des guides en français dans le parc et vous pouvez les trouver à l'entrée du parc. Il y a une tente, vous verrez, vous pouvez pas la louper. Je vous mets aussi une petite image maintenant à l'écran. Sinon, pour les parkings à Chichen Itza, clairement prenez les parkings en amont du parc de Chichen Itza parce que le parc officiel est à 120 Mexican pesos et le parc, donc si vous venez avec votre propre voiture évidemment, hein, sinon si vous venez avec un tour opérateur, la question ne se pose pas, mais là de nouveau, faites bien attention, négociez les prix un petit peu, etc. etc. Et puis si vous venez avec votre propre voiture, parquez-vous en amont du parc, ce sera 50 Mexican pesos, donc l'économie est quand même assez intéressante, on va le dire. C'est plus que moitié prix, donc c'est des parkings dans de la terre, vous allez devoir marcher 5 à 10 minutes de plus que les gens qui vont se parquer dans le parking officiel, mais vous allez payer nettement moins cher. Après, ces parkings, c'est pas toujours pareil. Des fois, ces parkings sur ces sites historiques, parce que des fois ça joue à 10 Mexican pesos, franchement. Allez se parquer plus loin pour 10 Mexican pesos, vous avez meilleur temps d'aller au parking officiel. La voiture sera un peu plus safe et puis en plus de ça, vous allez être tranquille au niveau des finances. Pour 10 Mexican pesos, il n'y a pas grand chose qui change. Après, on va aussi parler de la nourriture directement dans les activités. La nourriture, de nouveau, vous pouvez manger de la street food qui sera vraiment pas cher si vous avez l'estomac qui supporte ce genre de nourriture. Et sinon, pour un resto, nous on est toujours dans une moyenne de 800 Mexican pesos. Par soir, il faut compter. Ici, ça c'est assez relou, il faut vous le dire quand même. C'est que il faut laisser un pourboire. Le pourboire, il faut vraiment bien le laisser. Et sachez que si vous prenez par exemple pour 1000 Mexican pesos, le pourboire sera de minimum 100 Mexican pesos, donc ça fera 1100 en tout. Parce qu'il y a de minimum 10% ici au Mexique. Ça peut vite vous faire grimper la note si vous êtes des gros mangeurs ou alors si vous êtes une grosse tablée. Ça nous est arrivé une ou deux fois d'essayer de ne pas laisser de pourboire, mais le soir tout particulièrement on laisse un pourboire. Et à chaque repas en fait on va laisser un pourboire. Je vous dis le soir parce que on va souvent au resto le soir, mais en fait quand on allait au resto aussi à midi, il fallait aussi laisser un pourboire de 10%. Et des fois ils vont même eux vous le mettre d'office. Normalement ils n'ont pas le droit, hein. Mais des fois ils vont même presser eux sur le bouton. Donc vérifiez aussi toujours ça. Et puis oui, faites aussi attention dans les petites échoppes, parce que moi j'ai essayé de manger local un peu quelques fois, puis après ça m'a saoulé, donc j'ai arrêté. Parce que en fait quand vous allez payer là-bas à des Mexicains, ils vont vous donner un prix et tout d'un coup ils vont vous rendre la monnaie faux. Enfin voilà, ils vous rendent la monnaie totalement faux et en fait si vous rendez la monnaie faux, après allez leur dire ouais mais attends je t'ai donné ça et tout. Des fois il y en a des qui jouent au con et ils disent je vois pas de quoi tu parles, et puis voilà, vous êtes obligé de laisser votre argent. Vous n'allez pas faire une polémique pour 20 Mexican pesos qui est l'équivalent d'un euro, d'un franc à l'heure actuelle. Mais je veux dire, c'est assez. Moi, ça me saoule un petit peu, ce genre de truc. C'est pas le fait de laisser un franc de plus à la personne, je m'en fous en soi. C'est le fait que je suis quelqu'un qui est quand même assez respectueux dans la façon d'interagir avec les gens. Et s'il n'y a pas d'honnêteté en face et qu'on essaye d'être malhonnête avec moi, ça va très vite me saouler et très vite je vais, pour me protéger, arrêter tout simplement. C'est peut-être triste à dire, hein, mais arrêter tout simplement au bout de seulement 2 fois d'aller acheter de la bouffe chez ces petits commerçants locaux. Ce qui est dommage, hein, vous allez me dire d'un côté, parce que
parce que ça peut permettre de faire des belles découvertes et tout ça, mais je préfère aller dans un resto où là les prix sont carrés, et puis où là normalement les gens sont carrés aussi. Franchement ça nous est arrivé une fois, mais c'était un petit resto un peu de campagne et tout, machin un peu bizarre. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas, il y a toujours l'espace commentaire qui est là pour vous, et puis bien évidemment je garde contact avec des gens toujours ici, donc je peux leur demander sans souci n'importe quoi, même si moi-même je ne le sais pas. Aujourd'hui on va donc dans la plus mystérieuse et la plus mystique cité de tout l'empire Maya et peut-être même de tout le Mexique, c'est-à-dire Calakmul. On a les tickets qui sont là, c'est parti, vous allez découvrir ça sans plus attendre. Là il faut prendre bien ce chemin parce que là sinon c'est la station de train. J'espère que cette petite visite de Calakmul vous aura plu. On se retrouve demain. Allez, bonne nuit. Et aujourd'hui on est à Bacalar et plus précisément à Los Rapidos. Il y a des petits rapides, bon, on a des rapides très peinards. Hein. Moi je voyais le gros truc et tout. On allait pouvoir louer un kayak et tout, passer dans des rapides de fou et tout. Non, c'est plutôt très calme. La plupart des gens descendent en filet. Vous pouvez aussi louer un kayak, c'est totalement optionnel. Ce sera 200 Mexican pesos à l'heure actuelle de plus, mais sinon la plupart des gens se laissent un peu porter par le courant. Love that takes you higher, I will forever be intertwined with you. Where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever, forever. Aujourd'hui on est donc aux ruines de Tulum, donc c'est les dernières ruines qu'on fera ici, donc les ruines Maya de Tulum. Et puis comme d'hab, pour rentrer, il y a toujours un peu des petites spécificités, mais là si jamais le ticket d'entrance il est totalement à côté de l'entrée, il est totalement plus loin de l'entrée, donc je vais vous montrer ça aussi. Là vous avez l'entrée du parc, mais avant il vous faut ce bracelet. Et donc ça, vous tournez ici à droite et au fond il y a un petit bureau blanc et c'est là que vous pouvez acheter vos tickets. Bon, attention aux petites choses encore spécifiques une fois que vous arriverez ici. Donc il vous faudra prendre encore un ticket qui sera de 100 Mexican pesos à l'heure actuelle, mais à la vitesse où ça grimpe, les prix ici seront peut-être changés d'ici 1 année, 2 ans. Time has slowed down. Would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever, forever. Si jamais que vous sachiez, ici vous n'avez pas le droit aux bouteilles d'eau en plastique, donc privilégiez un contenant sans plastique, sinon vous allez vous faire fouiller votre sac à l'entrée et ce sera loin. Les drones aussi sont interdits comme la plupart des sites touristiques ici. Et voilà, je crois que je vous ai un petit peu tout dit sur ce site. Ça c'est le monde à l'entrée à 11h, donc venez de nouveau le matin quoi. Qui a la ref, dites-le moi en commentaire. Autrement, pour les commerces, les activités, tout ça, tous ceux qui vendent ça et tout ça, qui dans certains pays sont hyper collants, hyper genre à la limite du mal poli, voire mal poli carrément. Ici c'est pas du tout le cas. Au Mexique les gens sont vraiment calmes, ça fait du bien. C'est un truc de fou. Vous leur dites no gracias et puis c'est bon. Vous passez votre chemin, il n'y a pas de grimaces, il n'y a pas de. Ils essaient de tirer dans leur commerce, il n'y a pas de remarques désagréables comme parfois ça peut déjà arriver dans certains pays. Il n'y a pas de gars qui va vous coller pendant
dans 60 mètres, 100 mètres et tout, ou de nana hein, d'ailleurs, mais voilà, pour essayer de vendre un truc. Donc non, c'est hyper agréable ça, et pour moi ça fait clairement partie de bonnes vacances ça. Dis-moi d'ailleurs en commentaire si pour toi c'est aussi important, parce que moi il y a des pays où clairement ça m'a fait péter des câbles ça. Voilà, donc parlons maintenant des transports. J'ai pris des notes parce qu'il y aura pas mal de choses à dire ici au Mexique. On va parler déjà des transports en commun. Donc vous avez des bus qui font tout ce qui est entre les villes, donc l'Intercity quoi. Donc là c'est des bus, je conseille les bus ADO, ADO tout simplement. Souvent c'est des bus rouges, violet, d'autres couleurs etc. Mais souvent c'est des bus rouges. Ils sont climatisés, il y a des toilettes dedans normalement. Pas dans tous pour les petits trajets, mais sinon il y a des toilettes dedans, donc pas de panique si vous avez la vessie sensible, c'est pas un problème. Vous pouvez prendre des bus aussi à l'intérieur des villes, il n'y a pas de problème. Là c'est un petit peu plus spartiate, mais ça se fait aussi, il n'y a pas de problème. Donc sans voiture c'est possible. Alors l'avion c'est peut-être l'un des meilleurs moyens de déplacement ici au Mexique parce que c'est un grand pays quand même, et si vous avez peu de temps ça peut vous permettre de vous rendre très vite d'un point A à un point B, étant donné qu'il y a un aéroport dans presque chaque grande ville ou chaque ville même ici au Mexique. Donc voilà, il y en a à Tulum, il y en a à Cancun, à Playa del Carmen, à Mérida etc. Donc en tout cas dans les zones touristiques c'est très développé. Après ailleurs je pense que c'est un petit peu moins, mais même globalement vous en trouverez un petit peu partout. Il nous reste le train. Le train est en plein développement ici au Mexique. On sent clairement qu'il y a une volonté de développer ce moyen de transport. Il y a des toutes nouvelles lignes qui ont été mises et qui bouclent quasi la totalité de la péninsule du Yucatan. Alors évidemment, il ne faut pas jouer à l'hypocrite, ça a des coûts et ça a des coûts aussi environnementaux hein, parce qu'il faut raser des forêts, il faut traverser dans toutes ces forêts qui sont très épaisses, donc ça prend du temps et du coup bah, évidemment c'est aussi une possibilité de transport, même si actuellement, donc en 2025, au mois d'avril, ce n'est pas encore au top comme moyen de déplacement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de trains par jour qui vont vous emmener où vous voulez. Mais après, les trains sont modernes, ils sont neufs, donc c'est des bonnes rames de train. Après, bah, on va commencer à faire un peu la transition entre tout ce qui est moyen de transport public et moyen de transport en commun. Et là, on arrive donc sur le taxi. Le taxi qui est un moyen de déplacement ici, mais attention, il faut prendre que les taxis officiels ou alors les Uber. Les Uber, c'est pas partout disponible, ok. Et surtout, c'est un peu une galère. Des fois, il y en a des qui vont essayer un petit peu de vous douiller, ou alors si vous douillent pas, les taxis officiels normalement ne vous font pas d'arnaque, etc. Mais ça peut toujours arriver. Et puis surtout, ils vont vous faire payer le double, voire le triple à Uber. Et Uber, comme je vous l'ai dit, n'est pas disponible partout. Parlons maintenant du meilleur moyen de déplacement ici au Mexique, et c'est indiscutable dans un si grand pays, c'est la voiture. Si vous pouvez prendre une voiture au Mexique, je vous le conseille. J'ai même une agence de location de véhicules à vous proposer qui s'appelle Tour à Cancun. Donc je vous mets le nom ici en bas de l'écran et je vous le mettrai bien évidemment dans la description. Alors, parlons déjà de l'agence de location. C'est très dur la location de voiture, et pas que en Amérique latine. Aujourd'hui partout c'est très dur et ça devient de plus en plus dur. Malheureusement le monde post-Covid est vraiment de plus en plus pourri, ça il faut le dire aussi clairement. Et qu'on soit dans des pays nordiques ou qu'on soit dans des pays du sud comme ici, il faut se méfier de tout. Des fois, alors ici ça m'est jamais arrivé, mais j'ai entendu des histoires en Islande comme quoi des fois ils gardaient les cautions et qu'il fallait surveiller qu'ils rendent les cautions, et tout ça sans raison, hein, ils essayent juste, et puis si la personne ne surveille pas, ils gardent la caution au point barre. Donc je vous parle de l'Islande là, rien à voir avec le Mexique. Mais si on revient ici au Mexique dans ce vlog, qu'on soit très clair, c'est pas la même chose, mais c'est aussi similaire dans le sens où tout est très compliqué. Si vous prenez une agence typiquement de location de voiture autre que celle que je vais vous conseiller maintenant, si vous en avez une autre qui est mieux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire bien évidemment. Mais moi j'ai beaucoup regardé, j'ai beaucoup comparé, et si vous regardez les autres agences, elles vont vous proposer des prix cassés. Donc déjà là, dites-vous qu'une bagnole, même au Mexique, pour 3 semaines, à 40 balles pour 3 semaines, c'est peu probable. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que bien souvent ça l'est. Regardez que les assurances que vous prenez sont valables au Mexique. Je vous explique. En fait, la plupart de ces compagnies, même des très grandes compagnies, vous savez, ces compagnies qu'on retrouve un petit peu partout dans le monde, dans tous les aéroports, et bien en fait ces compagnies vont vous vendre des assurances qui seront valables à l'international.
Alors là tu vas me dire ouais mais super Slysias, mais c'est ce qu'on veut quoi. On veut une compagnie qui a le plus de possibilités possibles. Ouais, c'est simplement que le problème c'est que bien souvent chaque pays refait encore à sa petite sauce, à sa petite spécialité. Et ça les agences, au lieu de vous le dire, les agences de location, d'ailleurs ça mériterait une vidéo rien que là-dessus, tellement c'est un sujet qui est vaste et qui est difficile, quand bien même pour quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en voyage, la location de voiture, parce que en fait même si vous prenez ces assurances internationales, et bien dans le pays où vous allez louer la voiture, en l'occurrence ici au Mexique, je prends une assurance internationale, j'arrive ici, à l'agence on me dit oui mais cette assurance elle n'est pas valable ici au Mexique, si vous voulez être vraiment couvert il faut prendre l'assurance nationale. Là vous êtes comme un touriste, vous êtes comme un con, faut le dire très clairement. Et puis vous dites bah merde quoi, je commence mes vacances en devant poser plusieurs centaines d'euros ou de francs suisses pour commencer mes vacances. Et ça bien souvent, bon c'est le début des vacances, on est tout content et tout ça, et ça nous rétame directement sur la tête. C'est un peu comme un coup d'épée sur la tronche quoi, faut le dire. Et ça saoule, très clairement ça saoule. Moi je l'ai vécu une ou deux fois depuis, maintenant je fais gaffe, franchement je deviens un putain de parano en fait en voyageant, c'est un truc de dingue, mais c'est triste, mais voilà, c'est pas de la paranoïa, mais voilà, je deviens très vigilant. Pour Cocoon que je vous ai parlé un petit peu avant, qui là justement vous explique toutes ces assurances, vous explique aussi toutes ces arnaques et tout ça sur son site, c'est très bien expliqué, et qui va vous proposer les prix que vous allez payer après sur place. Normalement vous payez sur place avec cette compagnie. Je pense avoir trouvé l'une des meilleures agences de location, en plus ils parlent français, donc si jamais très intéressant pour nous aussi, communauté francophone, et vous aurez une assistance en français. Si vous avez des problèmes avec la corruption, avec la police et tout ça, vous avez un numéro que vous pouvez appeler direct et ils vous remettent une carte SIM avec 1,3 ou 1,4 GB. C'est pas immense, mais ça vous évite toujours de devoir payer les frais de la carte SIM et les frais des données. Donc après vous pouvez aller recharger ces données dans tous les petits commerces ici, vous en trouverez à profusion ici, des 7-Eleven, des Six, des Oxo, bref vous en trouvez plusieurs, et là vous pouvez recharger après votre carte. Vous avez eu une carte SIM entre guillemets gratuitement puisqu'elle a été offerte par Toura Cocoon. Ça c'est vraiment les petits plus de Toura Cocoon. Les petits moins, c'est qu'ils sous-traitent en fait leur contrat, donc enfin vous allez peut-être recevoir une voiture directe de Toura Cocoon, je ne sais pas, avec tous les Français que j'ai discuté ici qui ont loué une voiture avec Toura Cocoon, ils n'ont pas reçu leur voiture par Toura Cocoon, donc ils ont reçu par une agence qui était tierce, à savoir American Express, c'est un peu tous le cas. Et avec cette agence, il faut se gaffer. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous arnaquer, mais ils ne sont pas très regardants sur la qualité des véhicules qu'ils donnent aux voyageurs. Donc, Toura Cocoon fait très bien le boulot. Ils vont vous dire attention, il faut regarder ça avant de prendre le véhicule. Et dans le lien que je vous mets en description, je ne suis pas affilié, c'est pas un placement de produit, très honnêtement. D'ailleurs, si Toura Cocoon voit cette vidéo, volontiers, je suis open pour un petit placement, mais ce n'est pas le cas. Bref, revenons à la réalité, Slysias. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, surveillez quand on vous donne. Là, j'ai discuté encore avec des Français là dernièrement que j'ai rencontrés sur un site historique Maya. Ils m'ont dit non, mais nous c'était la galère. Et heureusement qu'on dormait à côté de l'agence de location, parce qu'en fait, on a récupéré la voiture. Et la voiture, en fait, on nous l'a démarrée, on nous l'a apportée démarrée devant l'agence. Ils sont partis avec, tout contents, tout ça, début des vacances et tout. Ils ont dormi une nuit à côté de l'agence, enfin pas loin de l'agence de location. Le lendemain, ils se réveillent, ils démarrent la voiture et ils ne partaient plus. Là, je vous dis un truc, vous avez fait comme nous. Vous êtes partis 150 km plus loin de l'agence et ça vous arrive. Vous appellerez des dépanneurs, évidemment, c'est compris dans l'assurance. Normalement, si vous l'avez pris, mais ça vous plombe quand même un peu le début des vacances, on va pas se le cacher. Vous commencez avec un problème de batterie, c'est la merde. Donc très honnêtement, moi je peux vous donner un petit conseil en plus. Éteignez la voiture devant l'agence et redémarrez la voiture, ok, et laissez quelques instants, juste un coup, aller vite dedans, boire un truc, ou j'en sais rien quoi, ou aller dans un magasin juste à côté, boire un truc, pour voir justement si cette voiture va tenir, parce que en fait, si vous avez un problème de batterie, c'est embêtant, et puis si on décide de ne pas vous changer la batterie tout le long de vos vacances, ça va être la galère. Quelques dernières choses concernant la circulation pour prendre un point que tout le monde connaît. Je vais prendre la Thaïlande, enfin que beaucoup de gens connaissent, la circulation en Thaïlande. C'est un bordel mais assumé. Ici c'est un bordel, mais
semi-assumé, ok? Je m'explique. En fait, au Mexique, vous allez prendre votre bagnole, vous allez rouler hors des villes tip-top. C'est des routes droites, il y a très peu de circulation, c'est la classe. Franchement, j'ai adoré, c'est un des pays où j'ai préféré rouler de toute ma vie, y compris en Suisse. Hein, parce qu'en Suisse, ça devient aussi invivable hein, de rouler, il y a trop de bagnoles à côté de l'infrastructure qui existe. Bref, c'est un chenille. Ici, il y a très peu de bagnoles donc sur les routes, c'est la classe, très grande route, large, tout ça, bref, ça va être la classe. Mais dès que vous allez arriver en ville, il y a des flics partout. Il y a aussi un peu de corruption qui existe. Alors très honnêtement, on n'en a pas eu énormément, mais ça j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, vous aurez le droit de voir mes plus grands tips et mes plus grandes astuces avec la police et comment échapper à différentes arnaques qui peuvent arriver ici au Mexique. Donc il y a des choses qui sont autorisées, d'autres qui ne le sont pas, et même si vous vous fiez aux panneaux, genre j'ai vu combien de fois, j'ai vu 90 km/h, je voyais que ça me klaxonnait, tout ça, ou alors que ça me dépassait tout et tout, du coup à un moment je me suis dit bon je me mets à 110, vas-y, c'était un peu à la vitesse où les gens ils roulent. Bon, j'étais à 110, du coup la police, ils n'étaient pas en urgence, rien du tout, il n'y avait pas il n'y avait pas les feux qui sonnaient, parce qu'ici ils ont toujours les feux, hein, les flics, mais quand ça sonne, c'est là qu'il y a une urgence, sinon ils les mettent que en visuel, quoi. Donc voilà, et là, donc en optique, pardon, les signaux optiques, il n'y a que les signaux optiques, normalement ils les ont toujours ici au Mexique, et puis sinon ils mettent les signaux sonores quand il y a vraiment quelque chose. Et là, je roule et tout, machin, j'étais à 110, et croyez-le ou non, il y a la police qui me dépasse, mais genre easy peasy, quoi, ils étaient à 130, 140. Je me suis dit, bon, ok, à voir le Mexique, c'est pas. Voilà, les panneaux, c'est un peu pour du beurre, quoi. Donc voilà. Les feux aussi, des fois, il y a des feux, vous arrivez, il y a un feu pour tout le carrefour de votre côté. Vous pouvez tourner à droite, à gauche ou tout droit. Et puis tout coup, vous faites klaxonner parce que vous voulez tourner à droite. Et puis, en fait, parce que même si le feu il est rouge, vous avez le droit de passer parce que c'est à droite. Et du coup, s'il n'y a pas de bagnole, vous avez le droit de passer. Attention, ne faites pas une généralité de ce que je dis. Hein. Ce n'est pas du tout des conseils en circulation que je vous donne là. C'est juste des cas qui me sont arrivés. Et puis pour vous dire que dans les villes, ça va être un peu plus chaud de rouler. Alors, c'est pas insurmontable. Je veux dire, si vous avez fait la Thaïlande, vous arriverez ici au Mexique, mais c'est toujours un peu chaud parce qu'on ne sait pas jusqu'où est la légalité et jusqu'où est l'illégalité, et vu qu'il y a des flics partout, on ne sait pas trop ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, et tout d'un coup il y a un flic qui décidera de vous arrêter pour ci, et un autre qui décidera pas de vous arrêter pour la même chose, donc c'est un peu dur à jauger, et c'est pas très agréable. Moi très honnêtement, c'est certainement la conduite la plus fatigante que j'ai eu à vivre ici au Mexique dans les villes, parce que en fait tout change, vous êtes là, putain j'ai le droit de faire ça, j'ai pas le droit, j'ai le droit, j'ai pas le droit, j'ai le droit, j'ai pas le droit. Alors ceux qui me disent oui, non, machin, selon la loi, nanana, parce que j'en sais rien, tout à coup il y a un pro du Mexique qui débarque dans cette vidéo et tout, et qui commence à me sortir des articles de loi, que si, machin, nanana. On sait tous que sur le terrain c'est différent, donc ne jouons pas les hypocrites. Moi je vous parle du terrain, je vous parle de ce que j'ai vu, et je vous parle de ce que j'ai vécu durant un mois ici au Mexique. Très clairement, c'était un peu le Bronx, donc dans les villes en tout cas. Après, voilà, vous allez arriver dans des villes, alors là, observez très bien, qui seront quadrillées, donc des villes en carreaux comme ça. Et là, bien souvent, c'est une rue sur deux, c'est à gauche, l'autre, c'est à droite. Et là, de nouveau, c'est des fois, nique la logique, des fois, tout coup, il y a deux rues qui sont du même sens. Des fois, vous avez un stop, vous, et puis c'est les autres qui n'en ont pas. Donc en fait, vous conduisez, vous êtes un peu flippé en permanence parce que vous êtes là, putain, si je loupe un panneau. Donc moi, en fait, ce que je faisais, c'est que je m'arrêtais à chaque entrée de carrefour, même si je me faisais klaxonner. Mais enfin, je préfère un coup de klaxon qu'un coup de carrosserie. Quand même un truc hardcore. Et puis vous avez beau bien regarder les panneaux, des fois, il y a des gars, ils vont passer tout droit alors qu'ils ont un stop devant eux. Hein. Donc, de nouveau, voilà. Vaut mieux se stopper quand on est en cas de doute, quitte à même mettre la flèche et se foutre sur le côté si vous êtes vraiment en gros cas de doute, et réfléchir que risquer au pire, enfin au mieux de la carrosserie, au pire sa vie. Donc voilà, moi franchement, si je peux vous conseiller, prenez quand même la voiture, mais soyez sûr de vous et faites attention quand vous roulez en ville, parce que c'est assez compliqué quand même de s'y retrouver dans ces villes, okay. Tout particulièrement la ville de Mérida. C'est là que nous on s'est quand même retrouvés une fois sur un grand carrefour, et en fait Google, ça je ne l'ai pas dit encore, Google nous disait clairement de tourner à droite, et à droite en fait c'était un sens unique contre la gauche, donc en fait si les trois voies n'étaient pas occupées, on aurait tourné à droite, on aurait fini par se faire klaxonner au mieux, faire un frontal au pire, quoi. Donc vraiment on était très content d'avoir donc les trois voies qui étaient occupées à ce moment-là, parce qu'on a tout de suite vu que Google nous disait de la merde, et il l'a pas fait qu'une fois.
Donc de nouveau, je vais vous mettre cette application, si j'en trouve une, qui est mieux Google pour naviguer ici au Mexique, parce que ouais, Google pas ouf quoi. Déjà sur le dernier chapitre de cette vidéo, et puis j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est-à-dire la sécurité au Mexique. Je sais que beaucoup sont friands de ce chapitre sécurité. Globalement, tout va très bien au Mexique. Je vais essayer d'être le plus clair et concis. Globalement, tout va très bien. Les gens sont adorables. Dès que les gens, et c'est pas rare, dès que les gens parlent un peu anglais, ils vont essayer de vous faire la traduction si vous parlez pas trop espagnol. Moi, j'ai commencé à apprendre l'espagnol 3 mois avant de partir. Donc, je le savais pas du tout parfaitement. Donc, plus d'une fois, il y a des gens qui sont venus m'aider. Des fois, il y a même des gens qui parlent très bien anglais, enfin mieux que vous, ou comme ça. Donc, ça, il n'y a aucun problème pour ça. Vraiment, j'ai croisé des gens et j'ai fait la connaissance de gens qui sont super, avec qui j'ai gardé contact. Et puis avec qui on a dit qu'on allait s'échanger des photos par la suite. Bref. Mais il y a quand même 2-3 points pas top, et je vais vous en parler maintenant. Tout pour commencer, on va parler de la police, hein, parce qu'on sait que, enfin, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi il y a de la corruption avec la police et tout ça. C'est juste. En tout cas, à Mexico et dans la péninsule du Yucatan, on a eu affaire à des flics un peu. On n'a pas eu de la corruption, c'est-à-dire pas des gars qui nous ont fait des barrages puis qui nous ont dit bon maintenant faut payer ou vous passez pas. Mais on a eu par contre, pour la faire très courte, une fois où on a acheté un petit peu de l'alcool pour remercier des gens qui nous avaient aidés sur la plage, des Mexicains quoi, qui étaient adorables, ils nous ont aidés à sortir notre voiture de la plage qui était embourbée dans le sable parce qu'on n'avait pas de 4x4. Et puis la faute à nous, hein, bien évidemment. Et puis pour les remercier, on s'est dit, bon, on va leur acheter des petites bouteilles, enfin des petites bouteilles, des petites bières, et puis des chips, on les a amenés. Et puis c'était trop bizarre parce qu'on s'était jamais fait contrôler par la police, sauf sur les points de contrôle, checkpoint sur les routes. Et puis là, on s'est fait contrôler, je sais pas, il y a des caméras hein, là-bas, donc je pense qu'ils ont dû voir quelque chose ou comme ça. Et là, on sort de la plage et tac, il y a direct une voiture de flic qui sort alors qu'on était dans un coin, mais paumé, hein, on n'était vraiment pas vers une ville ou un truc principal. Et là, ils nous arrêtent. Faut savoir que les flics là-bas, c'est vraiment des cow-boys, hein. Ils nous arrêtent en mode on coince la route, il n'y a pas de problème et tout, et personne n'ose rien dire. Les gens préféreront faire même marche arrière ou attendre. Et du coup, on nous arrête, et puis là, ils nous contrôlent, tout ça. Moi, je leur dis, bah écoutez, moi je suis trop bon, trop con, moi je suis toujours trop honnête. Et le gars, il me dit, vous avez bu, et en fait, moi j'avais bu, ouais, ça quoi, sur la bouteille. Enfin, sur une bière, et puis après, j'ai pas. Enfin, j'ai vraiment de la peine avec la bière depuis que j'ai arrêté. Et du coup, je l'ai jeté. Bah, j'ai dit ça au gars, quoi. Et là, malheur. Il me dit, ah, c'est 0-0. Ça, je suis pas sûr, hein, c'est ce qu'il m'a dit. Il me dit, faut pas boire, faut laisser le permis à votre dame et tout ça. Puis je dis, ok, y a pas de souci et tout. Puis bah, il voulait m'enlever une plaque parce que là-bas c'est ce qu'ils font hein, quand il faut que vous payiez. Et du coup bah, j'ai dit mais non attendez mais j'ai rien fait, faites-moi souffler et tout ça, vous verrez que j'ai rien et tout ça, ça fait plus d'1 heure que j'ai bu, etc. Puis vraiment j'ai bu ça de bière hein, je vous parle pas de tequila. Et là bah, le gars il voulait pas lâcher, le deuxième il voulait pas lâcher, pour finir il y a ma copine qui est sortie et puis c'est un peu elle, quand on s'est retrouvés les deux à dire non mais écoutez voilà et tout ça, il n'y a pas de problème, il a bu, enfin j'ai bu il y a plus d'1 heure et tout. C'est eux qui ont un petit peu fini par lâcher. Et puis pour finir, bah, moi j'ai aussi fait le gars qui comprenait rien à l'espagnol, comme ça au moins eux qui comprenaient rien à l'anglais, et ben ils ont laissé passer le truc. Du coup, bon bah, je leur ai serré la pince, je me suis présenté à la fin, puis je leur ai demandé leur nom, ils étaient tout contents. Et puis ils nous ont laissé partir tout en disant, accrochez-vous bien, à Manana, c'est toi qui prends le volant. Donc ils ont bien fait comprendre, parce que moi je leur ai demandé, je leur ai montré moi ou elle. Et du coup ils ont fait non, non, c'est elle, sachant que elle n'avait même pas son permis là-bas. Donc elle a le permis, mais elle l'avait même pas avec elle au Mexique. Vous comprenez un peu où est le problème. Donc là, on s'est quand même dit, ouais, ces deux, ils ont essayé un peu de nous soutirer quelque chose. Là. Donc ils nous ont pas demandé comme ça, mais ils nous ont dit, on va vous retirer les plaques, et puis il faudra venir payer au poste. Donc bon, voilà. Donc pour moi, c'était quand même une forme de corruption, même si on a réussi à éviter. On va aussi parler un petit peu des arnaques. Les arnaques les plus fréquentes, c'est les arnaques à la pompe. Alors on nous a dit que c'était assez fréquent. Voilà. Moi je vous parle pour tout ce qui est de la péninsule du Yucatan de Mexico, hein, le reste j'ai pas vu, donc il y a certainement d'autres problèmes ailleurs, comme il y a certainement d'autres personnes magnifiques ailleurs.
Du coup, les arnaques à la pompe, alors je sais pas bien, j'ai pas bien compris comment ils font ça. Si vous le savez d'ailleurs, dites-le nous en commentaire. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir. Je sais pas si. Mais bref. Du coup, on arrive à la pompe, on paye ce qu'on doit payer parce que ben voilà, on fait de l'action, on doit aller voir un cénote et tout ça. Puis tout à coup, on se dit, mais putain, mais ça fait trop juste avant de payer. Puis on se dit, bon, écoute, on parle pas espagnol, les pompistes, bien souvent, ils parlent pas un mot d'anglais. Du coup, on se dit, bon, on va payer, on va pas faire d'histoire, puis on regardera ça plus tard, là, on va profiter de faire notre cénote. Enfin bref, vous êtes en vacances, vous avez autre chose à penser que des arnaques et tout ça. Puis en fait, le gars, on se rend compte que il nous a pris la moitié d'un de nos pleins en plus. C'est-à-dire qu'au lieu de payer le plein complet, qu'on n'avait même pas besoin de le faire complet parce qu'il nous restait des barres d'essence, mais on s'est dit, vas-y, pour aller au cénote, on fait quand même le plein, bah, il nous a pris la moitié plus que ce qu'on met d'habitude, qu'un plein conventionnel. Donc on s'est dit, ouah, purée, attends, ça fait quand même, un plein là-bas, ça nous faisait 30 balles environ, bah là, il nous avait pris 45 balles en tout. Donc on s'est dit, attends, non, ces 15 balles, ils ont pas lieu d'être, quoi. Et là, on a décidé de pas laisser passer du tout. Le gars, je suis retourné à la pompe, j'ai trouvé justement plusieurs Mexicains qui ont commencé à faire la traduction de ce que je leur disais en anglais en espagnol au pompiste. Le pompiste, il allait chercher le numéro de son manager parce qu'évidemment c'était dimanche et il a dit bah écoute je peux pas te dire moi comment ça va faire donc il faut que tu prennes ce numéro. J'ai commencé à écrire au manager, le manager me dit ouais super on va s'arranger, enfin j'ai essayé de sympathiser avec lui, faire le gars gentil et tout ça. Puis pour finir il a essayé de me prendre un peu pour un con en mode en fait le réservoir parce que je suis allé voir sur internet et puis c'était marqué 41 litres le contenant de notre voiture et là il nous avait facturé 55 litres et là je dis bah, ça joue pas quoi et regardez les données techniques du véhicule nanani nanana et là le mec il commence à me prendre pour un con, il dit oui mais des fois la jauge vous savez elle est un peu bloquée puis quand on met l'essence elle peut monter plus, y a pas de problème et tout nanana. Puis j'ai dit, écoutez, non, voilà, bref, j'ai un peu essayé de discuter. Pour finir, j'ai dit, écoute, ça m'embêterait de venir avec la police. Donc j'aimerais bien pouvoir éviter de causer des problèmes à tout le monde. Et puis en plus de ça, donc j'ai joué gros coup de bluff, c'est absolument pas vrai. Puis en plus de ça, je suis mécano dans mon pays. Et je sais très bien que ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Et là, du coup, il a plus répondu. Et il est revenu genre une demi-heure plus tard en me disant oui, alors j'ai regardé avec mon manager, il te faut passer à la station, t'inquiète pas, on va regarder avec toi et tout ça. Je reprends la bagnole, je reviens à la station et du coup ils nous ont remboursé la quasi-totalité de ce qu'ils nous avaient pris. Donc on a presque récupéré la totalité de ces 15 balles. Une fois de plus, c'est pas le problème de ces 15 balles, c'est comment ça a été fait. Je déteste me faire arnaquer, me faire voler, etc. Bon, je pense un peu comme tout le monde, mais genre en mode, moi je vais pas rester là passif, en mode ouais, ma foi, c'est arrivé, c'est arrivé. Si je peux faire quelque chose contre, je vais clairement faire quelque chose. Dernier point, des plus grosses arnaques et choses qu'on a vécues là-bas, c'était certainement encore, en fait, si vous voulez, à chaque fois, on dit toujours oui, mettez vos objets de valeur dans les coffres et tout ça. Puis c'est vrai que, mis à part quand j'ai des trucs, genre des caméras, des trucs comme ça, l'argent, je le mets pas dans les coffres. Et là, faut quand même avouer que, voilà, parce qu'après avoir fait presque 60 pays et puis avoir voyagé sur tous les continents ou presque, euh, j'ai jamais rien eu comme problème avec l'argent volé dans les chambres d'hôtel ou de Airbnb. Et là, je sais pas dans lequel c'était, j'ai contrôlé que à la fin du séjour, mais j'ai eu 200 balles qui ont été volées, purement et simplement volées. Donc ça, impossible de les retrouver, impossible de porter d'accusation sur le dernier hôtel dans lequel on était parce que je ne sais pas. Impossible de pas vous le mettre dans la description si c'était un lieu où je me suis volé parce que tout simplement je ne sais pas où c'était. Et puis c'était un petit peu le gros somme. Et je dois dire que tout ça, tout ce que je suis en train de vous raconter là, c'est arrivé les 4 derniers jours de notre séjour. Et je vous jure, moi, à chaque fois que je finis des vacances avec ma copine, quand je suis tout seul, ça va. Quand je suis avec ma copine, les derniers jours de vacances, à chaque fois, il nous arrive des trucs. C'est un truc de dingue, donc voilà. Du coup, j'étais pas trop chaud. Ça m'a quand même un petit peu plombé pendant une journée. Perdre 200 balles comme ça, bêtement, et avoir, contrairement à l'essence, aucune preuve, aucun moyen de les récupérer. Même si, voilà, il y a pire dans la vie, ça fait quand même yesh, donc qu'on se le cache pas. Sinon, globalement, voilà, j'ai discuté avec des Mexicains qui parlaient que espagnol et qui ont fini par prendre le traducteur.
et qui me donnaient leur téléphone pour que je puisse faire la traduction avec eux, tout ça. Donc c'est plutôt des gens hyper cool. On a bien discuté avec aussi des gars dans des épiceries qui comprenaient rien du tout à ce qu'on disait, mais qui finissaient par prendre le traducteur pour traduire avec nous. Et on a quand même pu échanger un petit peu comme ça. C'était ouf, vraiment. C'est des gens qui ont le cœur sur la main pour la plupart. Mais malheureusement, il y a quelques petits chenapans qui se cachent là-dedans et puis qui font des variantes. Alors, je dis toujours, avec la police, c'est un peu plus dur de fuir. Par contre, avec les autres, si vous avez l'occasion de fuir, si on vous pose une arnaque ou comme ça, fuyez parce que c'est pas top. Globalement, donc, pour résumer, le Mexique, c'est vraiment plein de gens extraordinaires. Et puis, voilà, quelques petits sacripants qui mériteraient une fessée. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris plein de choses du coup, que tu as envie de la commenter, de la partager et de la liker, hein. Tu peux partager ton expérience avec nous dans les commentaires, ton expérience au Mexique, hein, du coup, oui. Bon, si tu veux partager autre chose, fais-le aussi. Si tu as des questions, n'hésite pas, je suis là toujours 1 heure après la sortie de la vidéo. Et puis surtout, eh bien, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!